Depuis plus de 20 ans, l'Est de la République démocratique du Congo souffre et le chef de l'État est passé à l'offensive. Au-delà de la diplomatie, il a décrété aussi l'état de siège comme pour renforcer les pouvoirs des forces de défense. Et à quel niveau les organisations des droits de l'homme dans le pays, comme à l'extérieur du pays, contribuent à cet effort de recherche de la paix? Nous recevons à cet effet Maître Jean-Claude Katende, président de l'Azado. Bonjour Maître. Bonjour, je suis président de l'Azado comme vous l'avez indiqué, mais en même temps aussi je suis le vice-président de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme. Voilà. C'est important à souligner au vu de l'introduction que vous avez faite. Très bien. Alors, actualité oblige, on commence par ce qui se passe à Kinshasa. Comment vous appréciez le feuilleton GLM? Il est clair pour moi qu'il était important que l'ancien président de la République soit averti de la décision qui avait été prise de rouvrir les avenues qui ont été fermées à l'époque et qui n'étaient plus accessibles aux résidents de ce quartier là-bas. Et il était aussi important de savoir est-ce qu'à l'époque, quand le président Kabila avait fait fermer ces avenues, c'était une décision d'autorité ou une décision qui avait suivi la procédure normale. C'est-à-dire qu'il y a une enquête et que cette enquête aboutit à prendre la décision que pour un certain nombre de raisons, ces avenues devaient être fermées aux usagers. Dans le cas d'espèce, je ne pense pas que pareille décision ait suivi la procédure normale pour y arriver. Et donc, j'estime personnellement qu'au-delà du fait qu'il faut condamner le fait qu'il n'ait pas été averti, la réouverture de ces avenues est une bonne chose pour les personnes qui ont toujours habité ces quartiers là-bas et qui avaient toujours accès à ces avenues. Et par rapport à ceux qui pensent que pour des raisons de sécurité, un président de la République pouvait barricader certains accès? Je pense que dans un état de droit, ce n'est pas le fait d'être président de la République qui vous donne le pouvoir de décider sans consulter les usagers de cette route, sans consulter les voisins qui ont droit à ces avenues, comme cela a toujours été le cas. Mais si vous êtes président de la République, vous ne vous soumettez pas aux lois de la République, vous commettez de l'arbitraire. Et l'arbitraire ne peut être réparé que par une autre décision du même genre. Et je pense que cette question des GLM devrait interpeller nos autorités à quelque niveau que ce soit. Si on veut construire un état de droit, il faut respecter les procédures, les lois qui sont en place. Quand on viole les lois, je pense qu'on peut s'attendre à tout et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parlons sécurité à présent. Vous le savez très bien que c'est depuis plus de 20 ans que l'Est de la RDC est en train de souffrir. Déjà, à votre niveau, comment vous analysez cette insécurité? Il est clair que dans ce que l'Est de la République démocratique du Congo est en train de vivre, il y a la part des responsabilités des autorités de la République démocratique du Congo. De l'autre côté, il y a la responsabilité de la communauté internationale, mais aussi la responsabilité des pays voisins de notre pays, notamment le Rwanda. Donc une situation très complexe. Oui, si nous remontons aux années 90, il est clair de constater que c'est à la demande de la communauté internationale que les réfugiés rwandais étaient entrés dans notre pays. Les autorités congolaises avaient accepté ce fait à la demande de la communauté internationale. Mais ce que les autorités congolaises ne savaient pas, que c'était dans la stratégie du Rwanda appuyée par les Américains de pouvoir pousser tous les réfugiés non pas vers le Burundi,
qui est aussi voisin au Rwanda, mais vers la République démocratique du Congo pour enfin trouver un alibi de pouvoir agresser le Congo avec comme point de mur l'exploitation des ressources naturelles. Et la présence des réfugiés rwandais a été cette opportunité offerte au Rwanda et aux Américains de pouvoir déstabiliser le pouvoir de Kinshasa et partant le pouvoir de notre pays. Mais à la suite, il faut considérer aussi que le rapprochement du président Kabila avec le Rwanda n'a pas facilité aussi les choses parce qu'à plusieurs reprises, il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises dans le sens d'abord de favoriser l'entrée du Rwanda en République démocratique du Congo. Vous allez vous rappeler toutes ces décisions qui ont été prises pour faire le brassage. Or, avec le brassage des forces armées de la République démocratique du Congo, avec certains groupes rebelles à connotation rwandaise, on a permis l'infiltration des forces armées de la République démocratique du Congo par des personnes n'étant pas de nationalité congolaise. Et après cette phase, il y a eu quand même un certain nombre de décisions prises par le président Kabila et son gouvernement permettant aux troupes rwandaises de venir au Congo pour poursuivre les FDLR. Et ça n'a pas contribué à stabiliser cette province de notre pays. Donc là, on estime que le président Kabila n'avait pas pris des décisions qui pouvaient sécuriser l'Est. L'ouverture de nos frontières a été accordée au Rwanda ou aux troupes rwandaises tant qu'elles le voulaient. À cela, je pense qu'il faut ajouter aussi le fait qu'avec la venue du président Tshisekedi, il a voulu faire du Rwanda ou du président Kagame un ami à lui, croyant qu'en lui donnant certains avantages, notamment en permettant à ceux qu'on mette en place des sociétés mixtes pour exploiter les ressources, que le président Kagame allait retirer ses troupes du Congo et garder des bonnes relations. C'était une mauvaise perception parce que le Rwanda vit en grande partie des richesses, des minéraux pris illégalement de la République démocratique du Congo. Et donc, la stabilité de l'Est, c'est un préjudice pour le Rwanda, parce que le Rwanda, pour son financement, une partie de son budget vient de la communauté internationale et une autre vient de l'exploitation illégale des minéraux en République démocratique du Congo. Donc, la stabilité du Congo ne peut pas permettre à ce que le Rwanda puisse être un pays prospère. Alors, depuis un moment, le chef de l'État s'est rétracté pour renverser la tendance. Ce qu'il est en train de faire sur le terrain, comment vous les appréciez? Il faut féliciter le président Tshisekedi du fait qu'à un moment donné, il a pris la décision de voir les choses autrement. Et je crois que la campagne dans laquelle il était lui-même, où il est encore impliqué avec le gouvernement, pour démontrer que le responsable de ce qui se passe à l'est du pays, c'est le président Kagame et son gouvernement, a permis à la communauté internationale de prendre un certain nombre de décisions en termes de condamnation, même si c'est sur le plan tout simplement formel. On n'est pas arrivé à des décisions, notamment à la prise des sanctions contre le Rwanda. Je crois que cette campagne a permis à la communauté internationale de comprendre davantage. Maintenant, il y a ces efforts qui sont faits pour doter notre armée des équipements qu'il faut, pour recruter des nouveaux éléments pour étoffer notre armée. Je pense que ce sont des bonnes décisions. Mais il faut considérer aussi qu'il y a eu d'autres décisions mauvaises, notamment en ce qui concerne l'avenir des troupes de l'EAC. Alors nous allons y arriver, mais vous êtes dans les cercles des défenseurs des droits de l'homme, aussi réputés de ce monde.
vous frappez à tout moment à la porte de la CPI. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on ne vous sente pas sur terrain, surtout lorsqu'il faut demander des sanctions à ces agresseurs-là, ou contre ces agresseurs-là? Je pense que la société civile à laquelle j'appartiens, ou les organisations des droits de l'homme, n'ont pas de pouvoir, à part dénoncer et faire les plaidoyers pour que les décisions soient prises. Nous estimons que pour ce qui concerne la situation à l'est du pays, nous avons contribué notamment à ce que le président de la République puisse changer d'approche et adopter l'approche actuelle qui nous satisfait, même si c'est en partie. Donc c'est un travail que nous avons fait. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Ce que nous avons fait, c'est d'abord de démontrer que l'approche de faire du président Kagame un ami, un partenaire fiable, était une mauvaise approche de la part du président de la République. Le fait que nous dénoncions cette approche a permis au président de la République d'y réfléchir 2 fois et de prendre l'approche actuelle qui met en cause le président Kagame et l'identifiant comme le moteur de l'insécurité en République démocratique du Congo. C'est en fait le travail de plaidoyer que les ONG peuvent faire. S'il nous était permis à nous de prendre des sanctions contre le président Kagame, on l'aurait déjà fait. Mais il y a des instances pour cela. Maintenant, en ce qui concerne la CPI, il est clair que c'est à la CPI, soit de le faire, ou à la République démocratique du Congo de déférer devant la CPI un certain nombre de situations où les droits de l'homme sont violés, mais qui relèvent du mandat de la Cour pénale internationale. Il ne faut pas oublier que, pour ce qui concerne l'Est du Congo, la CPI a déjà un certain nombre de dossiers, dont celui de Bosco Ntaganda, qui relève aussi, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire à l'Est du Congo. Nous faisons notre part et nous pensons que c'est le Congo qui doit faire sa part en termes de décisions qui doivent être prises par le président de la République. Je vous donne un exemple. On a nommé M. Constant Ndima à l'Est, au Nord Kivu, comme gouverneur. Nous l'avions dénoncé parce que ce monsieur était déjà impliqué dans d'autres situations de droits de l'homme à l'époque du MLC. Voyez-vous, dont notamment l'opération Effacer les tableaux. Et nous avions dit que quelqu'un qui est déjà impliqué dans les questions de violation des droits de l'homme ne pouvait pas être nommé dans une province aussi soumise, sensible aux questions de violation des droits de l'homme. On ne nous avait pas écoutés. Et aujourd'hui, c'est dans cette même province que les militaires congolais se sont pris aux citoyens congolais en faisant le carnage de la fin du mois d'août. Donc, tous ces faits sont liés. Ça, ce sont les décisions prises par les autorités congolaises. Il y a aujourd'hui, les autorités congolaises sont capables de prendre un certain nombre de décisions pour déférer certaines personnalités congolaises qui sont identifiées dans le rapport mapping devant la justice congolaise. Mais on ne le fait pas, voyez-vous. Et au niveau de la communauté internationale, nous savons tous que la communauté internationale a été derrière le Rwanda pour agresser la République démocratique du Congo et que nous ne pouvons pas beaucoup attendre de cette communauté internationale. Il faut qu'on s'organise. C'est ce que le président est en train de faire, de s'organiser au niveau de l'armée, au niveau de la police, afin de doter notre pays d'une armée qui ne puisse pas être infiltrée par des éléments venant des pays voisins, et une armée capable de sécuriser le pays. Parce qu'il faut le reconnaître. Quand vous avez un pays riche comme la République démocratique du Congo et entouré des petits pays pauvres, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous n'allez pas attendre que les pauvres vous regardent en train de jouir des richesses abondantes. Non, il faut prendre des mesures pour sécuriser les frontières,
pour que ces pays qui n'ont pas des richesses comme la République démocratique du Congo ne se permettent pas de faire ce qui se passe aujourd'hui. Parlons des événements malheureux survenus à la fin du mois d'août. On parle d'un carnage. Je vous ai suivi sur la place publique en train de demander à ce que des têtes puissent tomber. Est-ce que les rappels à Kinshasa du gouverneur Ndima n'est pas suffisant? Il faut dire que globalement, toutes les mesures prises par les autorités congolaises en rapport avec ce qui est arrivé à Goma ne sont pas suffisantes. Tuer plus de 50 citoyens qui n'avaient même pas commencé la marche dont on parle, c'est quand même grave. C'est une situation extrêmement grave. Et il faut déplorer ici le fait qu'en République démocratique du Congo, la vie n'a plus de valeur. C'est pour ça que nous avions estimé que la première chose que le gouvernement devait faire, le Premier ministre, le vice-premier ministre et ministre de la Défense, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur devraient démissionner. Et s'il ne le faisait pas, le président de la République devait prendre son courage pour les révoquer. Comment pareille situation peut arriver? Le Premier ministre n'est pas au courant, le ministre de la Défense n'est pas au courant, le ministre de l'Intérieur non plus. Vous avez suivi l'argument du ministre de l'Intérieur, le VPM de l'Intérieur, qui a dit que cette marche a été organisée contre la loi. Dans une république, et je suis désolé de constater que M. Peter Kazadi vient d'un parti politique qui a toujours milité pour la marche pacifique dans ce pays. Toutes les marches organisées, la majorité des marches organisées par l'UDPS à l'époque n'étaient jamais acceptées. Mais on n'était pas non plus dans une situation de l'état des sièges. Non. Comme c'est le cas dans l'Est. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que même dans le cas de l'Est, quand vous êtes une république, c'est en fait un régime dans lequel les droits de l'homme et le respect de la loi sont au-dessus. Et dans le cas ici, il y a eu tout simplement annonce d'une marche. On ne peut pas, ces citoyens ne pouvaient pas marcher à 4 heures du matin. Ils ont été attaqués à 4 heures du matin. On n'organise pas une marche à 4 heures du matin. Donc, à tous les mois, on pouvait demander à la police d'intervenir pour les empêcher de marcher, mais pas tirer sur les gens. Et ce qui est grave, non seulement ils ont tué les gens, mais ils ont pillé leurs biens. Pour vous montrer à quel degré notre armée est indisciplinée. Parce que là, c'est toute une unité qui s'est permis de faire ces genres de travail. Et enfin, je voudrais souligner le fait que les quelques individus qu'on a arrêtés, qu'on a traduits devant la justice, c'est en fait pour moi des choses qui ont été faites dans la précipitation pour couvrir ceux qui ont donné l'ordre. Deuxièmement, cela a été fait pour empêcher à la Cour pénale internationale d'intervenir et d'identifier éventuellement ceux qui ont donné l'ordre. Très bien, on espère que la justice sera faite et que les vrais coupables seront connus. Alors, on parle processus électoral, Maître Katende. Ici, à Kinshasa, les débats restent caractérisés par les propos jugés moins démocratique ou antidémocratique de Monseigneur Chollet. Comment vous le commentez? Je dois dire que dans le cadre de la participation citoyenne, l'abbé Chollet est un Congolais. Et en tant que tel, il peut donner de la voix sur les questions qui concernent la gestion du pays. En même temps qu'en tant que prêtre qui vit au quotidien la misère du peuple, il a l'obligation, le devoir d'intervenir pour demander aux autorités d'améliorer la gouvernance pour que les citoyens se retrouvent. Maintenant, est-ce qu'il est permis à un prêtre soit-il de pouvoir appeler à l'insurrection?
est-ce qu'il est permis à un prêtre de pouvoir encourager le plus courageux d'entre nous de prendre le pouvoir? Je dis non. Là, l'abbé Chollet est allé au-delà de ce qu'un prêtre doit pouvoir faire. Parce qu'au-delà du fait qu'il y a les gouvernants et les gouvernés, il y a la majorité et l'opposition, il me semble clair que les prêtres, en tant que pasteurs de tout le monde, parce que le prêtre n'est pas le pasteur seulement de la société civile, il n'est pas seulement les pasteurs de l'opposition, il est aussi les pasteurs de ceux qui sont au pouvoir. Et donc, il y a des choses qu'il peut dire en public, mais il y a des choses aussi qu'il peut dire directement dans un cadre approprié à ceux qui gouvernent. Je pense que c'est ça la voie de la sagesse. Parce que les propos qui ont été tenus, je peux dire personnellement qu'ils sont extrêmement graves. Alors, vous pensez qu'il peut y avoir une procédure judiciaire pour le corriger? La procédure judiciaire, elle est possible. Mais maintenant, il faut aller au-delà de cette procédure pour se demander est-ce que c'est dans l'intérêt de la République? J'estime personnellement qu'avec toutes les critiques qui ont eu lieu, non seulement dans la société civile, dans la classe politique, mais aussi au sein de l'Église catholique elle-même. Parce que vous avez suivi les prêtres d'Mbujimai, M. Kabasele, ce qu'il a dit, la position qu'il a donnée. Donc il faut que l'Église soit en fait une Église auprès de laquelle tout le monde peut recourir pour avoir des conseils, mais cela dépend aussi de l'attitude de ceux qui dirigent l'Église. Et dans les cas d'espèce, j'estime que la procédure judiciaire contre l'abbé Chollet n'est pas dans l'intérêt de la République. Alors, je crois qu'il doit avoir tiré lui-même des conséquences. Alors tout ça, il l'a dit à la suite des revendications de la CENCO, de l'SCC qui ne sont pas prises en compte par la CENI. Pensez-vous aussi que ces revendications tiennent debout, notamment l'audit du fichier électoral? Les revendications, je les partage, particulièrement en ce qui concerne l'audit du fichier électoral. La précipitation avec laquelle M. Kadima avait sélectionné quelques individus pour pouvoir faire cet audit ne pouvait pas rassurer tout le monde. Parce que, en fait, la CENI est l'arbitre du jeu électoral. Il faut qu'ils prennent des attitudes qui permettent aux uns et aux autres d'avoir confiance. Maintenant, quant à la proposition de la CENCO d'auditer elle-même les fichiers électoraux, je me demande seulement s'ils ont la compétence pour ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la manière dont ils ont prévu de le faire, est-ce qu'elle ne va pas impacter négativement sur les calendriers électoraux? Et si le calendrier électoral est impacté négativement et que la date du 20 n'est pas respectée, est-ce que cela ne va pas fragiliser les processus lui-même, mais aussi fragiliser le pays? Donc, il y a toutes ces questions qu'il faut prendre en compte. Mais l'audit du fichier électoral est légitime. Il faut que la CENI puisse rassurer tout le monde qu'il n'y aura pas de la fraude. D'autant plus que les élections de 2018 ont posé des problèmes, ont été caractérisées par la fraude, au point qu'il y a eu des gens qui supposent qu'ils ont été élus, qui n'ont pas été reconnus. Je pense que les pouvoirs en place devraient faire des efforts ensemble avec la CENI pour améliorer les choses. La conclusion que nous avons, c'est que par rapport au processus de 2018, nous n'avons pas avancé dans la bonne direction. Mais vous louez quand même les avancées significatives qui sont enregistrées dans l'exécution du calendrier électoral jusque-là. Oui, mais l'exécution du calendrier électoral, il faut féliciter la CENI pour ça, mais c'est le contenu de ce qu'il est en train de faire. Est-ce que ce contenu permet à ce que nous ayons des élections qui, à la fin, ne vont pas aboutir aux troubles sociaux et politiques? C'est ça, en fait, les problèmes. Faire mécaniquement parce qu'il y a des délais à respecter et le faire mal, cela ne va pas conduire à des élections apaisées. Et je pense que dans le contexte actuel, ce n'est pas de ça dont la République a besoin.
Merci beaucoup, Maître Jean-Claude Katende, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes très ravis de vous avoir sur ce plateau avec de belles analyses et nous espérons que les paroles de sagesse, les conseils, les critiques que vous avez apportées dans le cadre de la gestion du pays seront prises en compte. On espère. Merci à vous également, Madame, Messieurs, de nous avoir suivis et continuez toujours à nous faire confiance en nous suivant à travers nos différentes plateformes de diffusion et les chaînes partenaires qui nous accompagnent. Merci beaucoup. Merci.